Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Présent à la Villa Arson dans le cadre du studio écriture de création et critique proposé par Marie Canet et Jérôme Mauche, le romancier, poète et auteur pour le théâtre Simon Johannin nous fait l'honneur de sa présence pour une heure de chit-chat avec les étudiantes et étudiants. Le grand public l'a découvert avec L'été des charognes, roman initiatique et âpre aux éditions Alia, suivi de Nino dans la nuit, livre composé à 4 mains avec sa compagne Capucine. En parallèle, il publie de la poésie, L'Immobile ou encore Nous sommes maintenant nos êtres chers. Il revient aujourd'hui avec Ici commence l'amour, roman d'apprentissage d'un jeune homme pris entre tendresse et révolte à la sortie de l'adolescence. Bonjour Simon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Arson. Aujourd'hui, je suis accompagné de multiples étudiantes et étudiants. Je les présente tout de suite. À ma droite, Pablo, Hippolyte, Maëva du pavillon Bozio qui s'est déplacée spécialement pour toi, et Noémie qui a gardé son manteau. Donc voilà, c'est Radio Arson, c'est le podcast de la bibliothèque. J'ai envie de te demander tout de suite, est-ce que tu es familier des bibliothèques et surtout peut-être des bibliothèques d'école d'art? Alors, familier des bibliothèques, bon, j'habite à Marseille, la bibliothèque est pas extraordinaire pour moi, mais alors j'aime bien les bibliothèques universitaires d'une manière générale, et les bibliothèques d'école d'art. Écoute, moi j'étais étudiant à la Cambre, j'ai pas énormément fréquenté la bibliothèque à l'époque, non, assez peu, c'est quelque chose d'assez nouveau en réalité pour moi. De passer du temps dans les bibliothèques, mais c'est pas non plus une passion. J'ai la mienne en fait. C'est plutôt ma bibliothèque personnelle qui me passionne, avec laquelle je passe plus de temps. Donc ici on est dans une école d'art aussi, tu as fait la Cambre. J'ai envie de te poser des questions un peu sur la Cambre, sur éventuellement les intervenants en littérature qui sont passés là-bas et que tu as eu. Est-ce que tu as un souvenir d'un intervenant ou d'un professeur qui t'aurait marqué à la Cambre? Alors, en littérature, j'en ai eu qu'un, c'est Thomas Gunzig, qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais qui était professeur de littérature générale, je crois, à la Cambre, puisque moi je suis parti de la Cambre avant l'ouverture de l'atelier d'écriture, où depuis, effectivement, il y a une flopée de personnalités intéressantes, que je connais ou pas d'ailleurs, hein, mais je sais pas, je pense à des gens comme Johanna Price, qui d'autre, Mathias Hénard, Camille de Toledo, enfin voilà, il y a quand même du beau monde hein, autour de Gilles Collard qui dirige cet atelier, ce master. Mais bon, quand moi j'étais étudiant, le seul écrivain que j'ai eu en tant qu'intervenant de professeur, c'était Thomas Gunzig, ouais. Et déjà à ce moment-là, tu commences à écrire? Oui, parce que L'été des charognes, mon premier roman, c'est mon projet de 3e année de la Cambre. Voilà, c'est mon projet de bachelor, comme on dit là-bas, équivalent licence. Et donc je clôture à peu près le manuscrit pour mon jury de 3e année. Je rencontre Gérard Bérébi qui dirige les éditions Alia à peu près au même moment, parce qu'il vient faire une conférence à la Cambre dans le cadre d'un cycle qui est mis en place en amont de l'ouverture de l'atelier d'écriture qui arrive pour la rentrée suivante, quoi. Et donc je le rencontre à ce moment-là. Comme je l'ai raconté aux étudiantes et aux étudiants hier, j'ai tenté de lui fourguer mon manuscrit, ce qu'il a refusé vertement, et puis il m'a appelé 15 jours après en me disant qu'il avait lu mon livre. Alors j'étais très étonné, puis quand il m'a vu lui aussi, il se trouve que le manuscrit était chez du coup Gilles Collard, qui était jury voilà pour les 3e années dont je faisais partie, et que donc il avait pu le lire ou le feuilleter puisqu'il logeait chez lui, quoi. Donc il y a eu un concours de circonstances assez heureuse qui m'a permis de commencer cette relation de travail qui dure avec l'édition Alia depuis 2016 maintenant, quoi. Alors il y a une question que je me posais, c'est que les éditions Alia sont connues pour publier des auteurs ou des autrices qui n'ont rien publié avant. Et toi, tu avais apparemment publié un recueil de poésie juste avant, en 2016. Alors oui, j'avais un peu triché, mais bon, c'était de la micro-édition, donc ça reste dans un cercle très restreint. C'était une petite plaquette, en fait c'était une collection qui s'appelle Décade, les éditions Décade, et c'est un projet de l'artiste plasticien Patrick Carpentier,
voilà, qui a décidé de faire, je crois que c'est le projet initial, 10 recueils de 10 personnes différentes. Voilà, et j'étais le 3e. Donc ouais, c'était un petit tirage. Voilà, on avait tout fabriqué ensemble, tout plié à la main, agrafé. On s'est fait une petite session d'atelier. Effectivement, il y a eu cette petite publication avant, ouais. Mais je crois que je suis pas le seul à avoir dérogé à la règle. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de Gérard Bérébi, donc directeur d'Alia, une sommité un peu dans le monde de l'édition, quelqu'un de très important qui a un peu révolutionné le monde de l'édition, ses livres, sa direction, tout même, de la maquette aux auteurs, aux autrices. Je voudrais savoir quelle relation tu as avec lui. Alors, c'est quelqu'un de très important hein, dans ma vie depuis maintenant plusieurs années, parce que c'est vraiment l'éditeur qui m'a découvert, avec qui je continue de travailler. Lui et Daniel Oran, hein, qui est son associé, avec qui je travaille aussi sur mes textes. Et c'est vrai que Gérard, on a une relation pour moi qui est vraiment très privilégiée, parce que c'est à la fois quelqu'un... On n'est pas du tout de la même génération, il y a un gros écart d'âge entre nous deux, et en même temps on a une vraie complicité intellectuelle. C'est quelqu'un qui m'a amené vers plein de textes, qui m'a fait découvrir plein de choses, et avec qui j'aime bien faire la canaille. On a aussi un esprit un peu pirate partagé, parce que voilà, pour celles et ceux qui le connaissent pas, Gérard aime bien dire qu'il est à bac-1, parce qu'il il a monté cette maison d'édition sans avoir fait d'études. Il n'a pas du tout un parcours classique du sérail, et moi c'est un endroit où je me sens à l'aise, ou en tout cas je me sens compris dans mes textes, je me sens compris dans mes lacunes d'éducation aussi, parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement bien formé à la langue française. J'ai pas ce rapport élitiste ou bourgeois, tout simplement parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue. Et c'est vrai que chez Alia j'ai le même... On a à la fois le goût du travail bien fait, hein, parce que voilà, il y a une forme presque de fétichisme pour les livres, le choix des couvertures, du papier, etc. C'est moi ce que j'aime avec eux aussi, hein, c'est ce rapport à l'objet qui est fondamental. Et donc à la fois il y a ça, et en même temps il y a ce côté où on a appris à faire les choses un peu chacun par nous-mêmes, et si on n'a pas la prétention de faire mieux qu'ailleurs, quand on travaille ensemble, on fait du mieux possible, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là qui me plaît. Et puis le côté créatif, dès que j'amène une idée à Gérard, c'est reçu et c'est ok. Et, pour chaque livre, j'ai des idées un peu différentes. Comme je l'ai raconté hier en amphi pour Nino, on avait fait un clip. Voilà, ça s'est très bien passé. Là, pour le roman que je sors au mois de mars, j'ai glissé un QR code à la fin du livre qui renvoie une playlist, qui est une playlist de travail qu'on peut écouter pendant la lecture. Le choix des couvertures, on le fait ensemble à chaque fois, donc il y a comme ça quelque chose de très fluide dans le rapport. Et puis c'est quelqu'un qui a un regard sur les textes qui est très précieux, c'est-à-dire qu'il comprend de quoi je parle, il comprend les enjeux qui sont sous-tendus par le texte, et il m'aide à les accompagner. Ça, pour moi, c'est l'essentiel d'une relation de travail avec un éditeur. Une soirée avec Gérard Bérébi, c'est comment? C'est une soirée dans un bar rue de l'Arbre Sec, ça parle littérature, ça parle... Ouais, on fume des cigarettes, ouais, on fume des clopes, on fume pas mal de clopes, on boit un petit peu, mais je crois qu'on est tous les deux des personnes assez mesurées là-dessus. En tout cas, quand on est ensemble, on se tient. Voilà, quand je suis avec mes amis et lui les siens, je sais pas ce qui se passe, mais peut-être que c'est plus agité. Faudrait l'inviter pour en savoir plus. Et oui, alors on parle bouquin, on parle littérature, mais pas que. On raconte beaucoup de conneries aussi. Je pense que il y a cette idée que quand on travaille, et puis quand on a fini de bosser, on passe à autre chose, quoi. Et donc, moi, je lui pose beaucoup de questions. Si j'ai des interrogations sur des auteurs, si j'ai des envies de découverte, et que je puise dans son savoir, hein, voilà, très concrètement. Et puis sinon, hein, c'est la vie de tous les jours, hein, c'est plein de petites choses. Il t'oriente vers ses marottes, guide de bord au début quand tu montes sur Paris. C'est lui qui te dit aussi, viens, monte sur Paris, c'est là que ça se passe ou pas? Alors non, ça c'est un choix de ma part, hein. De toute façon, moi je voulais quitter Bruxelles, et puis dès que j'ai signé avec Alia, voilà, il fallait que je sois là pour accompagner le livre. C'était le début de quelque chose, donc c'était important pour moi de m'y consacrer pleinement.
Pour les textes Guy Debord, pas spécialement. Plutôt des à côté, je pense à un livre comme La Tribu, donc un livre d'entretien qu'il a fait avec Jean-Michel Mention sur l'international lettriste avant les situationnistes, ce qui a vraiment été un livre fondateur pour moi. Au début où je commence à écrire Nino, il me file ce livre dans les mains en me disant en fait l'histoire que tu racontes, elle s'est déjà passée dans le réel peu ou prou dans les années 50. Il y avait déjà des jeunes entre 18 et 25 ans qui étaient en déclassement total, qui avaient un appétit intellectuel en même temps et qui ont été à l'avant-garde de quelque chose sans le savoir et sans le revendiquer. Il y a eu ça, il y a eu César Faubras. Donc, il y a eu comme ça quelques Byron aussi, enfin vraiment des choses très différentes les unes des autres. John Cooper Powys. Donc ça va autant puiser dans le romantisme anglais que dans la philosophie du début du XXe qu'effectivement dans les avant-gardes situationnistes tels que Debord, mais plutôt les à côté. Je pense que chez Alia ils ont, alors oui, de ce que j'en sais, l'intérêt pour le situationnisme vient de l'intérêt des à côté de Guy Debord, qui étaient les personnes, les personnalités autour de lui. Et donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de la part des éditions d'exhumer tout un tas de textes situationnistes, mais peut-être moins connus que ceux de Debord. Hier, tu nous parlais que l'arrivée en poésie s'était faite après les romans d'un point de vue éditorial, mais que pour autant tu variais un petit peu les deux, même avant, tu avais écrit de la poésie, ta première micro-édition était à visée poétique. Et du coup, il y avait cette question dont on a parlé hier, de savoir comment t'arrivais à manier les deux. Et tu disais que c'était deux choses qui étaient vraiment distinctes. Mais peut-être dire comment t'arrives à pratiquer ces deux formes et comment elles cohabitent et comment l'une peut apporter à l'autre. Oui, alors la poésie, c'est vraiment des moments d'écriture assez restreints dans le temps, dans certains espaces. J'évoquais hier l'île du Levant, qui est vraiment pour moi un sanctuaire d'écriture poétique où je me rends pas pour ça, mais en tout cas, à chaque fois que j'y vais, entre 2 et 3 fois par an, je consacre vraiment du temps à écrire de la poésie là-bas. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, l'île du Levant, c'est un endroit très particulier puisque c'est une des 3 îles d'or au large de Hyères, dans la baie de Hyères. Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Et le Levant est à la fois une zone militaire classée secret défense où l'armée française teste ses missiles, donc à 96-97% de l'île. C'est la zone militaire, et puis le petit bout qui reste, c'est un village naturiste assez particulier parce que il est monté au début du XXe siècle par les frères d'Urville, donc qui sont 2 médecins magnétiseurs qui veulent un lieu de villégiature à l'opposé de ce qui se passe sur la côte avec les casinos, les voitures, le show business, etc. Donc c'est un village où il n'y a pas d'éclairage public, où il n'y a pas de voiture, où tout se fait à pied, où tout est à l'état sauvage, plein de petites criques. Donc on est aussi loin d'une forme d'hédonisme telle qu'on la trouve au Cap d'Agde, de consommation des corps. Là, il y a vraiment quelque chose de très proche du soleil, des éléments, qui est revendiqué et cultivé depuis la fondation du village. Et en même temps, c'est une île qui a une histoire très particulière puisque, entre autres choses, et ça fait partie des éléments qui me fascinent, que j'évoque brièvement dans le bouquin que je sors au mois de mars, il y a eu une colonie pénitentiaire pour mineurs sur l'île du Levant qui était active jusque fin du 19e siècle, dont la fin était précipitée par un épisode de mutinerie, de la part de jeunes délinquants que j'appelle des petits malheureux plutôt, d'origine corse, qui affamés, maltraités, mal nourris, sont rebellés, ont mis le feu et ont tué 13 à 14 de leurs camarades en les enfermant dans un bâtiment, parce que il les accusait de les avoir dénoncés auprès des autorités. Donc voilà, c'est vraiment lui qui est chargé de plein de choses, qui est une histoire qui me passionne et dans laquelle je sillonne et je creuse. Pour le roman, c'est différent parce que il y a, en tout cas tel que moi je vis de l'écriture, j'ai besoin de vivre des choses et de passer des étapes de développement mental, spirituel, pour pouvoir avoir de nouveau des choses à dire. Donc voilà, le dernier roman c'est 2019.
Là, je reviens avec un roman en 2024. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour changer d'étape de vie tout simplement et puis porter un regard un peu différent. Donc la poésie, ça m'accompagne pas de manière quotidienne, mais de manière très régulière. Le roman, c'est quand je suis en étape de travail jusqu'à présent. Je le suis vraiment et sur une durée assez longue. Donc, j'écris pas tous les jours, mais ça m'habite tous les jours. Donc on va dire que le roman, c'est plus cyclique, ça revient de temps en temps, mais quand c'est là, c'est très étalé et très quotidien. Et la poésie, c'est même peut-être plus prégnant au quotidien, mais de manière plus comment dire, plus soudaine, plus surgissante, quoi. Et est-ce que c'est important? Hier, on parlait du rattachement à la réalité dans tes poèmes, où on a vraiment l'impression d'être dans tes pensées, puis à un moment extirpé par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que par exemple sur cette île, pour toi, c'est important d'avoir ce rapport délicat à la nature, à l'isolement et à une façon de retourner vers toi, et en même temps qu'il y ait cet héritage social et même cette actualité militaire? Toi-même, hier, tu disais que t'as été fasciné à un moment par l'élevage des chiens et puis après par la Légion étrangère. Est-ce que c'est important d'avoir ce Alors, côté dur à la réalité, quoi? En tout cas, c'est là. Et comme c'est puissant, je le ressens. Donc effectivement, peut-être que oui, il y a un truc Alors là, c'est ces présences-là, mais je pense que si je suis dans d'autres territoires avec d'autres présences, je peux peut-être les recevoir. Il se trouve qu'effectivement, j'y suis particulièrement sensible. Et ce que j'aime là-bas, et d'une manière générale dans le contact avec la nature, c'est vraiment une puissance d'éléments, presque une dangerosité, quoi. Voilà, le Levant, c'est très à pic, c'est des rochers qui sont pas accueillants du tout, on se blesse. Il y a un truc presque sacrificiel, hein, d'arriver là-bas, de s'écorcher le premier ou le deuxième jour et de payer d'un peu de son sang voilà, au génie de l'île qui nous accueille, quoi. Donc ouais, c'est vraiment plutôt une force de manifestation. Mais ça, moi, je suis de culture méditerranéenne, très attaché au paysage méditerranéen, donc c'est plutôt là que je me ressource. Mais tu vois, il y a 3-4 jours, j'étais dans les Alpes de Haute-Provence à 2000 mètres. Bon, c'était pas moins fort, quoi. Mais après, je pense que c'est un truc très, on va dire, traditionnel, hein, chez moi et dans l'histoire de la poésie, de se mettre en contact des éléments pour écrire. Pour le coup, il y a rien je pense que ce qui s'invente en poésie à l'heure actuelle, c'est pas moi qui le fais en termes de forme. Là, on en parlait hier. Vous allez accueillir Gorge Bataille bientôt. Je trouve que c'est vraiment une des personnes en France ou en francophonie, pour ce que je connais, qui est une approche plastique de la poésie qui moi me fascine et que je serais incapable de produire. Je pense que je reste assez traditionnel dans ma manière de produire de la poésie, quoi. Et pour revenir peut-être un peu à la nature et toute cette force dont tu parles, ce matin on a parlé des symboles, et tu disais que ça te permettait aussi de créer une sorte de pudeur. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Ça m'a intrigué. Oui, ou même d'une manière générale, je pense que c'est un des biais de la pudeur. Il y en a d'autres, hein. Tu vois, dans ma poésie, il y a beaucoup un tu adressé. Et en fait, on sait jamais à qui on parle vraiment. On sait pas si c'est une personne, plusieurs personnes, etc. Donc ça, c'est des choses aussi que je mets, parce que comme je mets beaucoup de ma propre intimité, j'aime bien brouiller les pistes parce que ma vie me regarde, tout simplement. Et puis c'est pas très intéressant, je pense, à lire des choses qui seraient juste un déballement, voilà, de faits ou d'autres intimes. Et c'est vrai que pour revenir à ce que je disais ce matin, les archétypes et la symbolique permet souvent pour moi d'exprimer ou de faire ressentir des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et là-dessus, après, c'est ça qui me fascine, c'est qu'on peut tout convoquer, hein. Ça peut aller d'une constellation à un signe astrologique, à un insecte. Donc c'est assez varié. Il y a des figures comme ça aussi mythologiques, hein, de dieux, de sirènes, ce que j'aime bien aussi, c'est quand j'observe chez les personnes qui m'inspirent, malgré elles et malgré moi, d'un coup des liens qui se tissent avec une histoire qui nous dépasse, une histoire qui est plus universelle, donc effectivement mythologique. Voilà, je sais pas, il y a des mythes comme ça.
Médée, Salomé, par exemple, c'est des figures féminines de la mythologie qui m'est arrivé de vraiment voir convoquer à travers le texte, parce que j'avais l'impression d'en avoir une manifestation en face de moi à un moment donné. Voilà, il y a des choses comme ça où j'aime bien voir comment le mythe peut s'insérer dans le quotidien et comment on peut retrouver. Alors, c'est ça qui me plaît, c'est que on ne sait jamais si c'est la répétition du mythe et de l'histoire du mythe à travers les âges qui fait qu'on finit par se comporter malgré soi à certains moments comme des personnages, ou alors si c'est parce que on est plein d'une certaine mémoire, voilà, qu'on a des fragments de mémoire de ces personnes qui ont peut-être existé un jour au travers nous, et que ça se réactive, quoi. Je sais pas si c'est une sensation que tu as peut-être déjà eue d'un moment donné, de vivre des choses et de te dire que si tu changes les noms des personnes, ça peut tout à fait correspondre à un truc qui s'est peut-être passé il y a 2000 ou 3000 ans, tu vois. Je trouve ça assez chouette. Et puis même parfois des schémas de sociabilité qui se répètent avec d'autres Exactement, personnes, d'autres, ouais. dans d'autres lieux et des années après. Et j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que tu considères que tes romans et tes recueils de poèmes coexistent ensemble, ou c'est vraiment deux choses distinctes? Et est-ce que on a compris hier que tu cherchais pas non plus vraiment à te projeter dans qui lisait et comment c'était fait, mais est-ce que tu penses que ça touche les mêmes personnes et qu'il y a une sorte d'accumulation par rapport à tes écrits et par rapport à ta personne aussi, de tout ça? C'est une question intéressante. En fait, pour moi, ça fonctionne par cycle. C'est-à-dire que je sais que j'ai une partie du public qui est très accrochée au roman, qui est peut-être moins sensible à la poésie, d'autres qui sont plus sensibles à la poésie, d'autres qui sont sensibles aux deux. À chacune de piocher, de faire son chemin dans les livres, quoi. Par contre, pour moi, ça fonctionne ensemble, mais par cycle. Il y a un premier cycle avec Nino et l'été des charognes et Nous sommes maintenant nous être chers. Ça, c'est vraiment, pour moi, un traitement global de certaines questions qui sont propres, on va dire, à l'adolescence, pour le dire de manière plus schématique, mais en gros des questions que tu peux traverser entre tes 11 et 20, 21, 22 ans avant de passer à une autre étape de vie. Donc il y a quelque chose comme ça je me rends compte après coup, par contre, que Nous sommes maintenant nos êtres chers, il a vraiment fermé un cycle d'écriture. Et en revenant de manière peut-être plus frontale, plus directe, plus sincère aussi, plus personnelle, sur des faits, des événements, des pensées, des sensations qui sont propres à ces âges-là. La différence avec le roman, où j'aperçois dans un coin les mémoires de John Giorno que j'ai lu il y a pas longtemps et que je vous conseille, c'est vraiment un livre formidable. À la différence des romans où des fois, dans le flux de l'écriture de la narration, on triche un peu. On est tenté de faire quelque chose pas de caricatural, mais en tout cas d'exacerber, ou on est moins au service de la vérité, quelque part, qu'en poésie. En poésie, il y a vraiment quand même, que ça se ressente ou que ça se ressente pas, il y a un souci de la vérité qui est moins propre au roman, où on se doit d'être honnête, mais où on peut raconter à peu près ce qu'on veut quand même, quoi. Voilà. Et puis il y a un deuxième cycle qui s'est ouvert cette fois avec la dernière saison du Monde. Donc j'ai vraiment fermé un cycle avec la poésie, j'en ai ouvert un autre avec la poésie. Donc voilà, le dialogue, et puis Ici commence un amour, qui va sortir au mois de mars, fin mars, qui sera le roman de ce cycle-là, où là c'est plus les questions d'après, on va dire, quoi, qu'est-ce qui se passe une fois que le feu de la vingtaine est calmé, quand on a réussi ou raté à arriver à l'endroit où on voulait aller, ou en tout cas qu'on a un désintérêt par rapport à l'image, à la place, à la réussite, une fois qu'on a compris qu'en fait il y avait un peu un esprit d'arnaque derrière tout ça, et que si on prend les choses de manière plus globale, tout ça fait partie d'un système qu'on aimerait voir détruit. Et puis aussi une espèce de première expérience de maturité spirituelle qui se met en place, et qui du coup change le regard, quoi. Donc c'est un autre regard qui se pose.
Alors du coup, hier, tu disais que tu venais du sud de la France, que tes parents, ils étaient dans le milieu agricole. Ouais, c'était apiculteur. Ok, trop bien. Et du coup, comment est-ce que ton travail, il est reçu par ta famille, en fait C'est une question intéressante. Alors, pour vous retracer un petit peu l'histoire, j'étais chez mes parents le jour où j'ai appris que j'allais signer chez Alia, et ça n'a absolument rien symbolisé pour eux. Enfin, c'était assez un bide total, quoi. Et parce que je pense que ils se rendaient pas du tout compte de où ça pouvait m'amener, ou en tout cas il y avait des gens autour d'eux, voilà, qui avaient écrit des livres, mais bon, ça restait à une échelle très régionale. Et donc un peu du mal à penser les choses au-delà de ce cercle. Il se trouve que quand ça a commencé à marcher, ça a été à double tranchant, à la fois une fierté et en même temps assez compliqué, parce que ils se sont vus ou reconnus malgré moi, parce que c'était pas bon, j'ai pas fait un portrait de mes parents dans l'été des Charognes du tout, mais en tout cas voilà, il y a une espèce d'amalgame qui s'est tissé. Et alors, pour le dire de manière plus générale, l'état d'esprit que je donnais à voir et à lire du milieu dans lequel j'ai grandi était assez violent à recevoir pour eux. Encore une fois, c'est de la fiction. Voilà, moi je prends des choses qui m'intéressent, je tisse avec, et je suis honnête dans ce que je fais, mais je suis pas là pour raconter la vie des autres, et je suis pas là pour voilà, je fais pas de la sociologie, quoi. Mon but avec l'été des Charognes, c'était vraiment dans un univers isolé, exacerbé, de mettre en rapport frontal des enfants et des animaux, et de les faire grandir au milieu de ça, et puis de voir ce qui se passe. Ce qui a été pour mon enfance, en tout cas ce que j'ai donné de mon enfance dans le roman, c'est vraiment mon rapport aux animaux. Et puis des anecdotes, parce qu'il faut se nourrir d'anecdotes pour écrire un roman, et d'ailleurs il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai enlevées parce qu'elles étaient, elles dépassaient la fiction, quoi. Ça sonnait faux à l'oreille, et donc il a fallu lisser tout ça. Et pour le reste, donc pour l'été des Charognes, ça a été assez compliqué. Pour le reste, jusqu'à présent, ça a été plutôt bien reçu. Mais il y a eu une grosse rupture quand même à un moment donné, voilà, j'ai dû mettre à distance la cellule familiale pour pouvoir me sentir tranquille dans le développement de mon travail, mais plus pour des questions qui me regardaient moi. Il y a une espèce d'affranchissement dont j'avais besoin que on va dire d'emprise ou de comportement de la part de membres de ma famille. C'était vraiment plus moi, comment arriver à m'émanciper d'un milieu que j'aime, qui m'a aimé et dans lequel j'ai grandi, mais qui est limitant comme tous les milieux dans lesquels on est constitué. Voilà, d'une manière générale, en tout cas, moi j'ai senti que ça faisait partie de mon parcours. Voilà ce que je peux te dire pour la famille. Il y a une autre chose que je peux rajouter, excuse-moi, je pense aussi qu'il peut être intéressant, c'est pour le dialogue. Voilà, j'ai une tante, on va dire voilà, comment qualifier ma tante, on va dire qu'elle est magicienne, pour le dire assez concrètement, voilà, qui a très bien reçu ce texte et qui l'a compris. Ça me faisait plaisir d'avoir quelqu'un qui, alors que la complicité que je partage avec elle n'est pas d'ordre intellectuel, mais voilà, sans mots, sans rien, quelqu'un d'aussi proche qui comprenne et qui reçoive mon travail et qui m'encourage à continuer. Je pense que j'ai eu la chance, voilà, d'avoir quand même beaucoup de bienveillance autour de mon écriture. Les vieux ici, ils se soignent comme ça. Quand ça va pas trop pour eux, ils vont au jardin pour changer leurs idées dans la terre et les plantes. Et puis tout le monde est content de donner un chou ou des poireaux de son jardin. Nous, les garçons d'ici, le jardin, ça nous intéresse pas. Tous tendus qu'on était à pas tenir en place, et sales avec toujours le tour de la bouche sale aussi. On préférait se jeter des pierres d'un bord de la route à l'autre, entre ceux du bas et ceux du haut, et puis aussi remplir des seaux d'œufs de grenouilles pour les voir éclore en têtards. Ils étaient un peu comme nous, les têtards, avec une grosse tête et des petits bras tout maigres, et pas encore vraiment de couilles pour aller baiser. Et pendant que les vieux retournaient leur sillon, nous on était encore à marcher partout,
et marchez encore dans le reste du brouillard qui vous colle la peau comme le froid du ciel, que même les chevaux n'en veulent plus. À écouter les cris des chiens qui hurlent tellement ils en ont marre de la pluie eux aussi. Ils aimeraient bien prendre la route en filant tout droit et aller se rouler dans les talus entre chiennes et chiens. Mais ils restent là à cause qu'on ne voit même plus ce qu'on raconte dans ce gris qui vous pleure dessus. Tu parlais tout à l'heure de ton rapport à la langue française qui est pas très élitiste. Et ça, ça se ressent dans L'été des Charognes, dans Nino dans la nuit, etc. Mais surtout dans L'été des Charognes, parce que du coup, tu fais parler un ado. Et je voulais savoir comment tu as procédé dans l'écriture, justement, pour te replonger dans un langage d'ado très cru, très spontané. C'était assez naturel, hein. Je pense que c'était pas très loin de moi parce que je l'ai écrit, j'avais 21-22 ans. Il est sorti, j'avais 23 ans. Donc ouais, c'était à peu près ça. Et donc j'avais encore ce truc adolescent hyper effronté. Je pense qu'en plus j'étais avec des amis en école d'art, on avait vraiment le goût de la débilité et donc du parler bête, ouais, de faire des personnages d'abrutis constamment. Et donc il y avait un truc comme ça qui était voilà, qui a pas été un travail de me replonger, de chercher techniquement. C'était très spontané. Et puis après j'ai lissé le trop ou l'exagéré avec Alia pour arriver un peu à la bonne tonalité. Mais c'était assez naturel, je pense aussi. Voilà, comme il y en a eu d'autres, hein, je sais pas, La Guerre des boutons, enfin il y a des classiques. C'est on va dire une forme de livre classique, hein, de la littérature. En tout cas, ça rentre en résonance avec plein d'autres bouquins. Cette figure du gamin des rues ou du gamin campagnard qui a ça, ouais, je sais pas, La vie devant soi, c'est pareil. Enfin voilà, mais ça, j'ignorais que je m'inscrivais dans un champ littéraire à ce moment-là. Mais je pense que je suis vraiment allé chercher dans un truc qui est propre on va dire au masculin jeune, ou à un certain type un certain stéréotype de masculin jeune et de manière de sociabiliser, d'agir ensemble. Voilà. Donc c'était comme je l'avais vécu et que j'en portais encore les traces, c'était assez naturel. Et du coup, il y a un roman graphique qui est sorti. Oui, il y a une BD qui a été réalisée, dessinée, montée, accouchée par Sylvain Bordezoul, qui est sa première BD, qui a fait un travail magnifique au feutre à alcool, et qui s'est complètement approprié l'histoire. Alors Sylvain, voilà, qui est devenu un copain que je salue s'il nous écoute, lui il vient aussi du sud, mais plus d'ailleurs d'ici, hein, du coin, et en fait ça c'est complètement rentré en résonance avec sa vie et l'amour qu'il a pour le territoire qu'il a vu grandir. Et donc c'est assez drôle parce qu'il a prêté, comme la BD on dessine et qu'il faut donner des visages, il a prêté les visages de personnes très proches de lui, d'amis, de gens de sa famille, à mes personnages de L'été des Charognes qui sont de fait devenus les siens, quoi. Et il a aussi placé plein de symboles, enfin voilà, de maillots du PSG de l'époque, des gâteaux de Pépito, des trucs comme ça, qui l'ancrent vraiment dans un espace-temps, et je trouve qu'il a vraiment fait un travail, enfin il m'a fait un cadeau, quoi. Il m'a vraiment fait un cadeau. Nino dans la nuit, c'est aussi une histoire d'amour, quand Ouais, même. bien sûr. Et il y a beaucoup de passages très détaillés sur l'amour quasi inconditionnel que Nino porte à sa copine. Mais j'ai trouvé à la lecture qu'il y avait peu de passages sur comment Nino ressentait l'amour de sa copine. Est-ce que c'est le récit à la première personne qui veut ça, ou c'est autre chose? Parce que du coup, il y a beaucoup de moments où je me disais, mais putain, j'ai l'impression qu'il vit un amour solitaire, en fait, même si elle lui renvoie. Bien sûr, c'est intéressant ce que tu soulignes. Je pense que le personnage de Nino, il est tellement centré sur lui-même quelque part et sur ses perceptions qu'il a du mal à être à l'écoute et à recevoir l'environnement ou les personnes autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour qui circule, mais c'est comme s'il n'était pas prêt ou pas émotionnellement assez mature pour être en connexion réelle. Et puis d'ailleurs, je pense que même le regard qu'il porte sur l'allée, sur sa copine, il est très pas fantasmé, mais très adolescent quelque part, quoi. Il y a vraiment ce truc du premier amour et enfin, tu nommes l'amour inconditionnel, mais enfin, l'amour, il a toujours des conditions si on veut qu'il soit
qui soit sain. Les rapports humains sont sujets aux conditions, et lui c'est vrai qu'il y a ce truc comme ça qui est très exalté, mais parce que c'est une personne exaltée d'une manière générale, et tout est exalté chez lui, exacerbé, et que ce soit son sentiment amoureux, ou sa violence, ou son dépit, sa colère, tout ça est très jaillit de partout, quoi. Et je pense qu'il a la même difficulté à gérer ce pendant-là de lui. Et effectivement, en fait, je pense la manière dont il aime lui fait assez peu se poser la question de la manière dont il est aimé. Voilà, pour le dire en une phrase, ouais. Et je vais finir avec une question sur le dialogue. Tout simplement, comment tu as procédé pour écrire ce dialogue ? Comme ça. Vraiment, encore une fois, ouais, c'est... Alors par séquence, chaque chapitre, c'était une séquence d'écriture qui était très concentrée. Et assez espacée dans le temps, hein. C'est un livre qui est pas très épais, mais j'ai commencé à écrire en décembre 2020 et qui a été publié en 2023, mai 2023. Donc j'ai fini quelques mois avant. Il y a une première version qui était finie je pense un an et demi après le début, juin 2021, quelque chose comme ça. Et puis j'ai complètement mis le texte de côté parce que voilà, j'avais besoin de le laisser reposer et puis de revenir dessus pour attester vraiment de voilà, la qualité que je trouvais à ce que je faisais, parce que c'était très différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent, donc assez fragile. Et alors on en parlait ce matin, je me suis beaucoup nourri des espaces oniriques, beaucoup nourri des rêves que j'ai fait, des réponses et des symboles que j'ai trouvés, en tout cas de la manière dont ça m'a accompagné sur cette période de vie. Et beaucoup d'enseignements que j'ai trouvés dans d'autres livres et que je voulais transmettre ou retranscrire ou traduire d'une manière peut-être plus c'est pas vraiment un livre pop, mais en tout cas avec certains codes ou certains éléments qui sont plus propres à un contemporain qu'on partage aujourd'hui. Et puis il y a eu des lectures qui ont déclenché. J'ai parlé de Sarah Kane hier, Anéanti. Il y en a une autre que j'ai pas évoquée, c'est Caïn de Byron. Et ça, c'est ce qui m'a fait trouver la forme du texte Caïn. C'est un texte qu'on appelle un mystère, c'est une tradition d'écriture anglaise du 18e, 19e siècle, qui consiste à écrire des formes théâtrales qui sont pas faites pour être montées, qui sont faites pour être lues, donc très littéraires, très écrites. Et Caïn, c'est un texte magnifique qui raconte l'histoire de Caïn jusqu'au fratricide, pourquoi Caïn a tué son frère. Et de cette désillusion d'avoir été chassé du paradis, de pas comprendre pourquoi sa famille continue à avoir foi en Dieu alors qu'ils ont tous été chassés. Il rencontre Lucifer lui fait visiter d'autres mondes. Et malgré ça, Caïn n'a pas de réponse. Et du coup, il en vient à ce geste. C'est une langue. Moi, j'adore Byron et je trouve que c'est vraiment un texte extraordinaire. Et donc, c'est fait partie comme ça d'un jeu d'éléments qui m'ont amené à écrire. Souvent, je pense qu'il y a des textes comme ça qui planent au-dessus et puis on n'ose pas trop y aller jusqu'à ce qu'on se rende compte que quelqu'un a déjà fait mieux et du coup, ça, voilà, on se dit ça va, on est soulagé. Il suffit de suivre la pente, quoi. Je te posais la question parce que à la lecture du dialogue, je l'ai lu au moins 4 fois, à la première lecture, je me suis un peu perdue en fait. Entre les personnages, tu veux dire, parce qu'ils ont... je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont le même profil psychologique en fait. Et j'ai trouvé ça super de me perdre et de me dire mais qui parle de la mort à ce moment-là. Est-ce que t'en avais conscience quand t'écrivais ? Ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'ai pas voulu les nommer. J'ai pas voulu les différencier. Aussi pour parce que bon, ils sont deux, c'est des amants. Il y a un truc déjà qui est hyper fort dans l'archétype et je voulais pas tomber dans le stéréotype, tu vois. Je voulais par la puissance de la connexion qui les anime, les contours de leur personnalité et même de leur corps physique à un moment donné soient effacés et qu'il y ait vraiment une sorte de connexion entre eux et puis avec une sorte de cosmos qui les entoure et qui les accompagne et qui les fascine et dans lesquels ils s'effacent à un moment donné jusqu'à se rendre compte qu'il y a une forme de danger
à toucher trop profond dans l'invisible alors qu'on est incarné et qu'on a une vie voilà, de personnes incarnées à vivre ici, quoi. Donc c'était un peu tout ça, donc effectivement c'était un choix assumé, ouais. Quand tu parles du dialogue et que en fait les deux personnages se rendent compte qu'au bout d'un moment ils sont en danger. Et dans tes interventions hier et encore aujourd'hui, je crois que tu as mentionné le chamanisme, etc. Et je pense du coup tu dois connaître le très connu Castaneda. Oui. Et en fait, dans un de ses... J'avais lu ça quand j'étais adolescent, et là j'ai repris un de ses bouquins, c'est l'été dernier. Et en fait, dans Juan Matus, là, à un moment donné, il lui dit que l'univers... Bon, il genre l'univers en plus, mais il lui dit surtout que l'univers, c'est un prédateur, en fait. Et que le chaman, à partir du moment où il active sa perception chamanique, il est en danger permanent. En fait, il est menacé. Il y a des entités, des énergies, des forces qui vont chercher à le consommer, en fait. Et il y a un rapport très très fort qui est installé à l'approche de Don Juan entre les forces femelles et mâles, quoi. Bon, mais ça, c'est encore un autre truc. Mais il y a la présence du prédateur tout le temps, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est... dans une période où on entend beaucoup parler quand même de Anthropocène, de Capitalocène aussi, de tout ce que l'humain en fait, de la façon dont l'humain a dégradé la nature, l'a pénétré avec énormément de violence et avec des ramifications comme ça toxiques, quoi. Comment est-ce qu'on a abîmé notre monde. Moi je trouve ça intéressant aussi d'essayer de comprendre l'énergie de l'humain quand il se sent menacé en fait par l'environnement dans lequel il se trouve. Et en fait je me demandais si pour toi ça te parlait ce truc de nature, pas forcément d'univers, mais déjà de nature, d'environnement prédateur, et si pour toi c'est un truc qui pourrait être récurrent en fait dans tes multiples livres. Je sais pas si je le mettrais jusqu'à la notion de prédateur, en tout cas dans ce que j'ai écrit jusqu'à présent, mais en tout cas il y a une forme de tension, de confrontation constante. Tu vois, dans l'été des charognes, le chien qui lapide, c'est un chien qui les a mordus, et donc le réflexe qu'ils ont, c'est un réflexe de chien, de se mettre en meute et de tuer l'agresseur, quoi. Donc il y a un truc comme ça d'horizontalité avec la nature. Ça me fait penser à un film que peut-être tu connais, d'Artavas Pelekian, qui s'appelle Nature, je crois, et c'est que des images de nature destructrice, de comment en fait l'homme n'est rien face à la puissance de la nature, et donc de tsunamis, d'avalanches, etc., de phénomènes naturels d'une violence incomparable. Et c'est vrai que c'est intéressant de replacer aussi le rapport de force dans ce sens-là, parce qu'effectivement la nature n'est pas que pâquerette et douceur, quoi. Effectivement, je pense que là où c'est le plus tangible, c'est plus pour voilà, ce que forme de néant, de vide, ou en tout cas de void qu'on peut créer autour de soi, et qui devient effectivement le champ de chasse de force ou d'entités qui, comme tu l'as très bien dit, veulent consommer en fait une forme d'énergie, quoi. Ça c'est très présent dans le dialogue. Il y a vraiment cette idée d'un des deux personnages qui est constamment attaqué, surveillé, traqué par des forces qui sont autour de lui et qui veulent vraiment le dévorer, parce que effectivement il a une source de conscience ou de préscience de ce qui se passe autour de lui, mais il n'a pas la culture spirituelle qui fait qu'il pourra arriver à gérer cet environnement. Il est trop baigné de ça depuis trop de temps. Et l'autre personnage vient lui apporter une conscience de lumière qu'il a en lui, mais qu'il ne s'est pas réveillé par lui-même. Il vient lui apporter ça pour lui dire: attends, là il faut que tu cadres, il faut que tu mettes une structure autour de tout ça. Et c'est le dialogue amoureux, c'est la force de l'amour qui permet ça, hein, parce que c'est un principe présent dans énormément de sociétés, et bon, beaucoup dans les formes ésotériques qu'on a chez nous, hein, que l'amour véritable, la puissance de l'amour, l'amour spirituel, c'est la lumière, c'est ce qui va chasser l'ombre, ce qui va on dit que l'ombre vient très vite, englobe tout, peut tout manger, mais que la plus petite des lumières peut chasser la plus grande des ombres. Il faut juste arriver à la faire arriver. Donc oui, c'est des jeux de tension qui m'intéressent, parce que je trouve que la position de l'humain, elle est très particulière, quoi. On n'est pas tout à fait comme les autres bêtes non plus. Et quitte à se demander qu'est-ce qu'on fait là des fois, quoi. C'est quoi
c'est quoi le rôle de l'humain. On n'est pas tout à fait de ce monde, en tout cas on n'interagit pas en symbiose totale avec notre environnement de ce côté. On a des formes de connexion qui peuvent se manifester avec d'autres choses, mais on n'en fait pas complètement partie non plus, et donc on a un peu de biais à travers tout ça, et je pense que plus la position de biais qui va traverser mon travail, quoi. Voilà, vraiment ce truc où c'est une forme d'errance, de déambulation, de tâtonnement et ouais, comme ça, d'itinéraire un peu bâtard, un peu bizarre. Je me demandais si toi, pendant que t'écris, par exemple, tu vis des choses, t'es voilà, traversé par des images, des tensions physiques, mentales, symboliques, apparemment aussi peut-être des goûts, des trucs, quoi, des choses, des éléments que tu vas avoir au moment où tu les reçois en toi, chercher à vraiment remettre directement dans le texte de façon à ce que nous, après à la lecture, on les reçoive un peu comme ça par effet de miroir, tu vois. Comme si le texte devient une interface, en fait, vraiment. Ouais, alors clairement pour moi l'écriture c'est une expérience physique, c'est-à-dire que je peux avoir très froid, très chaud, traverser des émotions assez fortes en écrivant, mais c'est beaucoup dans le corps, hein, beaucoup de sueur, je suis énormément quand j'écris, une espèce de fièvre comme ça qui peut prendre, et puis oui aussi des images, hein, parce que c'est ça en fait, je pense que c'est ça qui m'excite sensoriellement et physiquement, c'est que je me mets à écrire et puis je bascule complètement dans le monde de l'écriture et dans l'imaginaire que je suis en train de développer, et je découvre, un peu comme dans un jeu vidéo, tu ouvres une pièce et tu vois tous les éléments d'un coup. Ben là il y a un peu ce truc là où j'ouvre une porte, j'ouvre une phrase, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière qui se met à dérouler comme ça, vraiment comme une bassine de flotte qu'on jetterait par terre, quoi. Tout vient d'un coup, et donc faut tracer, faut attraper tout ça, avec l'idée, quand je reviens sur le travail derrière, effectivement, de donner à sentir au lecteur. Il y a vraiment cette idée de surface, hein, comme tu l'as employé, où le monde du texte que je développe, le monde de l'écriture, il est sous la surface, et moi je donne vraiment voilà une moyen d'entrer en contact avec toi aussi, parce que pour revenir sur ce que je disais hier, c'est parce qu'il y a aussi souvent cette sensation d'être traversé, d'être en connexion directe avec une forme d'inconscient, d'aller piocher là-bas, et du coup là d'avoir comme des forces, encore une fois, qui donnent à transmettre, quoi, qui se glissent et me donnent de la puissance. Alors après ça peut être voilà, peut-être des choses que je me raconte pour triper tout seul dans mon coin, parce que l'écriture peut être aussi assez rébarbative, et donc il y a toute une cosmogonie comme ça qui se met en place pour avancer avec. Mais plus j'écris, plus je lis, plus je me rends compte qu'en fait c'est une expérience assez banale quand on fait son travail sérieusement. En tout cas, par sérieusement, j'entends quand on est complètement impliqué et habité par la création ou l'écriture. Voilà, c'est une des fonctions de l'art aussi, à un moment donné, de donner à sentir, donner à percevoir ce qui est peut-être trop compliqué ou trop loin pour qui n'a pas le temps dans son quotidien, ou qui n'a pas sa fonction à cet endroit-là, quoi. Et c'est un truc que je ressens de plus en plus. Là, j'évoquais le livre de John Giorno. Lui, dans sa poésie, qui est très connecté à sa pratique du bouddhisme, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Enfin, il y a des poèmes de John Giorno, un poème. Il y a une pièce vidéo qui est très belle, qui a été faite de ce texte, hein, qui s'appelle Thanks for Nothing. Pour moi, John Giorno qui dit ce texte, c'est vraiment, c'est de l'eau claire. Je sais pas comment dire autrement. Il y a un truc d'expression de la gratitude qui est tellement puissant que je ressens de la gratitude en l'écoutant. Et donc, pour moi, c'est le fait d'arriver à susciter des émotions, des sensations. C'est interagir avec l'âme des autres, quoi, avec leur esprit, avec leur âme, et donc ça c'est quand même un truc hyper, c'est pas banal, quoi, c'est hyper puissant. Et mais bon, voilà, ça passe. C'est une expérience qu'on peut faire avec la nourriture, c'est une expérience qu'on peut faire avec la musique, c'est une expérience qu'on peut faire avec plein de choses. C'est juste que je pense qu'on est dans un environnement, de manière générale, tellement peu connecté à soi et à ces jeux-là, ou en tout cas trop pollué par l'information, la quantité d'informations à traiter. Voilà, tu parlais de ramifications toxiques. J'ai l'impression que les ramifications toxiques du monde qu'on développe, en fait, elles sont plus nocives pour les hommes que pour la nature en elle-même.
Voilà, on est assez peu de choses face à la nature, on est en train de pourrir l'environnement, mais si demain on disparaît, ça mettra pas longtemps à se remettre en place, ou quelque chose sera inventé derrière. J'ai du mal à croire au fait qu'on peut tuer, complètement annihiler la vie, tu vois, sur la planète, étant donné que la vie vient de nulle part, quoi. Voilà. Enfin, par rapport à ce truc à la nature, il me semble que ce qu'on peut plutôt faire, c'est espèce de... Enfin, comme genre abîmer une espèce d'image originelle, une représentation originelle du rapport qu'on a avec l'environnement, tu vois. Et que ça, on peut un peu là. Ouais, bien sûr. Oui, complètement. Je pense. Ouais. Et c'est vrai que la perte de cet imaginaire, ça serait quelque chose d'absolument terrible. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose, le fait de savoir que entre l'été des Charognes et Nino dans la nuit, par exemple, est-ce que ça a changé dans ta manière d'écrire, le fait de savoir que tes livres vont être achetés? Oui, alors en fait, effectivement, je pense que la naïveté, la liberté que j'avais au moment de l'écriture de l'été des Charognes, c'est quelque chose que j'aurais plus jamais. C'est une expérience qu'on peut faire une fois et j'ai eu la chance de la faire, d'être complètement dégagé de toute logique marchande, de toute idée de public. Voilà, alors j'écris au moment où j'ai conscientisé que j'étais en train de faire un roman, je l'ai fait pour être publié. Donc j'avais quand même ce truc-là en tête. Mais voilà, ça n'avait pas de matérialité concrète, quoi. Pour Nino, c'était beaucoup plus stressant. Il y avait vraiment cette idée de prouver que j'ai pas fait un coup d'essai, quoi. Et de le faire vite parce que je voulais me débarrasser de cette idée-là. Et puis j'avais quand même un truc qui me tendait le ventre et que j'avais besoin de raconter à ce moment-là, quoi. Mais oui. Et puis maintenant, je pense que plus j'avance et plus j'ai conscience, parce qu'aussi j'ai aussi plus conscience du public qui m'accompagne. Voilà, donc qui est multiple, hein, mais c'est vrai que plus le temps avance et plus j'ai des interactions, plus je vois un peu à qui je m'adresse, et puis j'ai aussi de plus en plus un projet global qui se dessine. Donc ouais, ça ne cesse d'évoluer. Et puis surtout avec l'idée de surprendre à chaque fois, quoi, de pas faire deux fois la même chose, de pas tomber dans un truc de recette où parce que ça a marché une fois, je peux revenir avec des personnages ou des éléments et puis les réactiver pour quelque chose d'à peu près similaire. Ouais. Oui, complètement. Oui, ça change tout, hein. Je pense que je me passerais bien de la dimension publique du travail. Elle est importante parce que sinon on passe à côté de plein de choses et plein de gens passent à côté de notre travail, et en même temps c'est assez pervers parce que on devient un écran de projection sur lequel n'importe qui peut accrocher n'importe quoi, et je suis quelqu'un d'assez réservé, donc c'est assez bizarre d'être souvent confronté à l'image que les gens ont de moi, qui est très loin de la manière dont je vis, qui est assez simple au final, quoi. Mais moi après surtout j'ai la sensation que mes bouquins m'appartiennent pas une fois qu'ils sont faits, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont écrits, publiés, c'est comme s'ils étaient sortis de moi et puis ils appartiennent aux personnes qui vont les lire et les échanger, mais moi j'ai plus grand chose à dire dessus, en fait, je suis passé à autre chose. Et donc c'est assez bizarre de te confronter souvent au regard, aux perceptions, à la colère, à la gratitude, que sais-je, des personnes qui me parlent de mon travail, parce que je suis là, mais en fait, j'ai oublié presque de quoi on me parle. En tout cas, c'est loin derrière. Mais c'est au présent pour les personnes qui le lisent, donc c'est assez bizarre. J'ai ce problème aussi avec les adaptations, on m'a sollicité pour les adaptations, et en fait, je pense à la pièce de théâtre de l'été des Charognes, je suis incapable de retravailler sur les textes, quoi. Je suis incapable de revenir en disant il faudrait peut-être couper ce passage-là, ou voilà, si on veut resserrer là-dessus, etc. Je suis incompétent, complètement. Oui, ça change beaucoup de choses. Hier, tu disais que parfois, sur des détails de la vie, etc., ça te rappelait je sais pas trop comment tu l'as formulé, mais ça t'évoquait des choses et du coup tu t'isolais pendant plusieurs temps pour écrire. Ça t'arrive souvent? Non, généralement j'ai un temps, alors pour la poésie, je prends un temps en hiver, un temps en été. Souvent je fonctionne comme ça. Après, j'ai toujours des carnets avec moi, voilà, si j'écris pas, je lis, enfin j'ai toujours plusieurs heures qui sont dédiées principalement à la lecture et à l'écriture quand c'est le moment d'écrire, voilà, dans ma journée, tous les jours, quoi.
fait vraiment, ou à des collaborations, au développement de projets. C'est vraiment un truc c'est ma réalité, c'est très, très quotidien. Mais voilà, des moments où vraiment je m'isole, où je dis ok, il faut que je triche, parce que si je me dis ok, je pars écrire ou je vais en résidence pour écrire, ça marche pas du tout. C'est beaucoup trop de stress et de pression qui se mettent d'un coup. J'ai toujours en train d'essayer de faire en sorte que je me rends pas compte du moment où je me mets à écrire, quoi. Et ça, c'est plein de stratégies d'évitement. T'as de mettre de la musique à fond, danser un peu, préparer l'ordi, un stylo, tac, et puis d'un coup ça vient, et puis on s'assoit, et puis on se met dans le truc, sinon c'est trop compliqué. Un truc vraiment, t'es là, t'arrives, tu prends ta feuille, tu dis ok, non, ça marche pas, pour moi ça marche pas du tout. Je pense qu'il faut être très, très musclé ou très peu sujet à l'angoisse pour y arriver de plein pied comme ça. Mais bon, voilà, faut un peu se faire violence et y arriver. Donc c'est vrai que voilà, j'ai des déplacements comme ça où je pars en vacances, je pars voir des amis, etc. Mais bon, j'ai ça dans un coin de ma tête, c'est assez organisé. Et puis il y a un moment donné où je m'y mets. Le sport m'aide beaucoup aussi, l'activité physique, c'est vraiment là, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie depuis 2 ans, de manière très régulière. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup au niveau de la créativité. Parce que voilà, je suis trop speed pour vraiment faire de la méditation ou aller chercher de ce côté-là, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose qui fait travailler le souffle, qui ressente comme ça sur vraiment une circulation de l'air, un éprouvement physique, ça me permet d'écrire de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Ouais. Ok, et du coup, dans ces moments où tu écris, tu vas écrire beaucoup d'un coup ou ça va être plus par petites sections? Alors, généralement, j'écris beaucoup d'un coup. Quand je suis sur des temps d'écriture, ouais, par exemple, quand j'écris un roman, je lâche pas le roman, quoi. Je vais le lâcher à certains moments parce qu'il me faut de la respiration. Je peux poser le manuscrit une semaine, mais si je le pose, c'est parce que j'ai besoin de documentation et voilà. Et si je suis pas en train d'écrire, je suis en train de chercher des éléments qui vont se glisser dedans et de composer parce que j'ai j'ai peu ou voire pas de travail préparatoire en amont des romans, et donc du coup c'est sur le temps de travail de l'écriture que je vais voilà, ramener des choses, ramener je sais pas, des références, des événements, etc. Je vais piocher constamment dans ce que je croise au quotidien pour l'intégrer dans le roman. Et donc ouais, là c'est vraiment un marathon, quoi. Je serais pas capable de poser un livre et de me dire ok, pendant 2 mois je travaille sur un autre projet, ou alors je fais plusieurs trucs en même temps, mais je mène tout de front, quoi. En même temps que le dernier, j'écrivais un opéra pour la Villa Noailles, et j'avais vraiment les deux documents qui avançaient en même temps. Ouais. Je pense que si je pose l'écriture, je casse vraiment l'énergie, le souffle, quoi. C'est vraiment une affaire de musique, de musicalité, de souffle. Truc comme ça où quand on trouve une musique, il faut pas la lâcher, il faut vraiment pas la lâcher jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du truc, quoi. Mais si on la lâche, après on perd le rythme et on n'entend plus ce qu'on veut faire. Ok, et quand tu écris dans tes romans, est-ce que tu as l'impression que c'est les personnages qui parlent au travers de toi ou toi qui parles au travers des personnages? C'est un peu les deux. Il y a des fois où vraiment c'est les personnages qui prennent le dessus et j'entends leur voix et je suis là, ok, il est vraiment marrant celui-là, quoi. Et des fois c'est clairement un moyen de faire passer des choses qui me sont propres et j'utilise la bouche des personnages pour à un moment donné. Mais bon, c'est assez peu majoritaire, hein. L'idée c'est quand même plus de faire parler les personnages et de leur trouver une voix qui est propre et de les entendre. Et de les entendre suffisamment pour que les autres les identifient aussi. Et là, il se passe un truc super. En ce moment, on en parlait un peu hier, mais est en train d'être tournée l'adaptation cinématographique de Nino. Et ça, c'est une expérience très bizarre de créer des voix, de créer des personnages et de les voir déplacés dans l'univers d'un autre artiste, d'être incarnés par d'autres artistes et d'être complètement débarrassés, en fait, quoi. Et donc, il y a un truc comme ça où, voilà, c'est un peu magique, où tu crées un truc et puis ça part ailleurs et puis ça s'incarne à travers la peau, la voix, le regard, les textures de quelqu'un, et puis ça t'appartient plus du tout, quoi. Donc ouais, ils existent par eux-mêmes vraiment, et parce qu'ils existent par eux-mêmes, c'est possible de jouer un peu à la marionnette et de leur faire raconter d'autres trucs, quoi. Et après, souvent, je prends quand même les personnages viennent pas de nulle part. Ils sont souvent inspirés de personnes du réel.
où ils empruntent, en tout cas, je crée des monstres ou des mutants, où je prends un trait ci, un trait là, une apparence physique, enfin plein de choses qui me plaisent, et je fais des espèces de boules de collage d'énergie comme ça, et ça crée des êtres, quoi. Merci beaucoup Simon. Merci. Merci beaucoup Maëva, Noémie, Hippolyte et Pablo pour ces pertinentes questions. Et voilà, je voulais finir sur une petite note humoristique. Simon, tu es un des auteurs, un cercle très étroit, dont le livre a été volé à la bibliothèque. Ah, L'édition j'adore. originale Alia de l'été des Charonnes. C'est pour ça qu'on a cette édition de poche. Voilà. Donc tu fais partie de ce clan. Le club privilégié. Voilà. Ouais. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Ouais, j'encourage les gens à voler mes livres, mais éviter de le faire dans les bibliothèques quand même, quoi. Merci Simon encore une fois, et merci à Jérôme Moche et Marie Canet pour nous avoir permis de faire cette interview.